Et pour parler des derniers développements dans le conflit russo-ukrainien, nous sommes en direct depuis Paris avec Pierre Laurin, journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Bonsoir. Bonsoir. Alors pour commencer, comment évaluez-vous l'impact de l'offensive ukrainienne dans la région de Koursk qui a contraint la Russie à y déployer environ 40 000 soldats? Eh bien, l'impact a été vraiment négligeable parce que ce que voulait essentiellement la partie ukrainienne, c'était de j'ai un retour. Voilà. Ce que voulait la partie ukrainienne, c'était essentiellement de faire déplacer les troupes russes des régions qui étaient attaquées, c'est-à-dire principalement la région de Pokrovsk. Et ils n'ont pas réussi à faire cela. Euh, l'affaire de Kursk a duré plusieurs mois, mais ça a été une affaire relativement catastrophique pour l'Ukraine parce qu'elle a perdu beaucoup de matériel et beaucoup d'hommes, en particulier des unités qui étaient vraiment des unités de pointe, et ce n'était pas du tout des unités qui pouvaient être gaspillées. Et finalement, aujourd'hui, on se retrouve dans la situation d'avant l'attaque, c'est-à-dire que ce sont les Russes qui sont en position d'avancer dans la région de Soumy. Alors, quel est votre avis sur la récente déclaration d'Emmanuel Macron qui indique que tous les alliés européens de l'Ukraine ne s'accordent pas si la proposition de déployer une force armée dans le pays pour soutenir un éventuel accord de paix? Eh bien, je crois que aussi bien le président Macron que le Premier ministre britannique Starmer ont anticipé sur une participation européenne à une force de maintien de la paix après la signature d'un accord de paix, évidemment, et que les autres pays européens ne sont pas très chauds pour se mettre dans cette position. En fait, la plupart des pays européens, en tout cas tous ceux qui comptent, sont membres de l'OTAN. La Russie ne veut pas que les pays de l'OTAN soient des garants d'un accord de paix, tout simplement parce que la Russie les considère comme des co-belligérants avec l'Ukraine, puisqu'ils lui fournissent des renseignements, des armes, de l'argent. Et donc, pour les Russes, un accord de paix entraînerait forcément le déploiement de forces qui ne seraient pas des forces de l'OTAN, qui pourraient être indiennes, qui pourraient être chinoises, africaines, peu importe, mais surtout pas otaniennes. Et cela, à part la France et la Grande-Bretagne, les autres pays européens semblent assez d'accord avec cela. Donc, lorsque, lors de la réunion de jeudi dernier, le président Macron a fait les comptes, il a dit que quelques pays européens, sans préciser le nombre, seraient d'accord pour faire partie d'une force de réassurance. On ne sait pas ce que signifie force de réassurance, c'est un concept tout à fait nouveau, mais s'il y avait eu beaucoup de pays européens susceptibles de s'engager, ils n'auraient pas employé cette formule sibylline de quelques pays européens. Et vraisemblablement, à part la France, la Grande-Bretagne, la Lituanie, peut-être un autre État balte, personne n'est prêt à s'engager. Alors, au vu des derniers développements ou des récentes évolutions dans ce conflit, est-ce que selon vous, la guerre en Ukraine, est-ce qu'elle affaiblit davantage ou est-ce qu'elle renforce la puissance russe? Ben, jusqu'à présent, ce que l'on peut voir, c'est que la puissance russe ne faiblit pas. Affaiblir davantage, je crois que c'était une illusion au départ des Européens et des Américains qui pensaient que la Russie était faible. Souvenez-vous, le ministre français de l'économie, Bruno Le Maire, avait déclaré le 1er mars 2022 « Nous allons mettre à genoux l'économie russe ». Visiblement, ça n'a pas marché. Les sanctions, au lieu d'affaiblir la Russie, ont affaibli l'Europe.
Et la Russie se porte du point de vue économique très bien, puisque cette année, en parité de pouvoir d'achat, enfin en 2024, en parité de pouvoir d'achat, la Russie est la 4e puissance économique mondiale, devant la France, devant la Grande-Bretagne et même devant le Japon et l'Allemagne. Donc, je crois qu'on est dans un monde d'illusions si l'on pense que la Russie s'affaiblit et que la Russie s'appauvrit. Ce n'est pas du tout le cas. Alors, en plus de cela, comment interpréter en fait les récentes déclarations de leaders européens qui affirment qu'il n'est pas le moment de lever les sanctions contre la Russie malgré les propositions de cessez-le-feu? Non, mais ça, c'est absolument normal, si vous voulez. Vous êtes, comment dirais-je, un chef d'État européen. Vous avez accepté que l'Union européenne pose des sanctions contre la Russie. Vous n'allez pas vous dédire sans un résultat concret. C'est-à-dire, effectivement, si des accords de paix étaient négociés, si réellement un programme pour aller vers la paix était en place, alors là, on pourrait éventuellement parler de l'affaiblissement des sanctions ou même du retrait des sanctions. Mais pour le moment, ce n'est pas encore le cas, même si les Russes et les Américains discutent sur un accord de paix. Je crois que les Européens, qui sont très bellicistes en ce moment, poussés par le président Macron et le Premier ministre Starmer, je crois que pour eux, il est hors de question de faire un pas en arrière sans qu'il y ait une véritable ouverture à laquelle ils puissent se référer en disant « Regardez, les Russes ont fait ceci, donc effectivement, on va retirer telle sanction ou telle autre ». Et les Européens ne tiennent pas du tout à retirer les sanctions, à tel point que des sanctions sur les céréales et sur une banque agricole russe ont été maintenues, alors que c'était une condition pour un cessez-le-feu en mer Noire. Donc là, je crois que les Européens jouent vraiment la carte de la mauvaise volonté. Et enfin, peut-être pour finir, la Russie revendique actuellement le contrôle permanent de la centrale nucléaire de Zaporijjia. Quels sont les enjeux liés à l'utilisation de la dissuasion nucléaire dans le contexte actuel? La dissuasion nucléaire n'a rien à voir avec la centrale nucléaire de Zaporijjia. En fait, une centrale nucléaire, c'est une usine civile. Ça n'a rien à voir avec la dissuasion. La dissuasion, c'est les missiles, c'est des sous-marins lanceurs d'engins, enfin bon. En ce qui concerne la centrale de Zaporijjia, elle se trouve dans une région qui est la région russe aujourd'hui de Zaporojye. Et cette région, d'après les référendums de 2022 et la constitution russe, elle fait partie de la Russie, même si internationalement ce n'est pas reconnu, mais pour les Russes, c'est leur territoire. Donc la centrale qui se trouve sur leur territoire, pour eux, elle leur appartient. Ensuite, en ce qui concerne le dialogue stratégique nucléaire, ça c'est une autre histoire qui est pour le moment au point mort, mais qui vraisemblablement va être relancée à la suite des différentes conversations que le président Trump et le président Poutine ont eues au cours et leurs négociateurs, bien entendu, ont eu au cours des dernières semaines. Eh bien, merci Pierre Laurin pour toutes ces précisions. Je rappelle que vous êtes journaliste, écrivain et spécialiste de la Russie. Merci beaucoup.